Bienvenue au podcast Salle du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais vous être accompagné par Danny Desrivaux, en compagnie de Danny. Eh bien, on va parler de la victoire des Alouettes vendredi soir en Saskatchewan contre les Rough Riders. Les Alouettes qui présentent maintenant un dossier de 9 victoires et une défaite. Toujours en compagnie de Danny. Bon, on va poursuivre notre survol des sections de la NFL. Il n'en reste plus que 2 sections. Ouais, on a déjà fait 6 des 8 divisions. Alors aujourd'hui, on va s'attarder à la section nord de l'Association américaine, qui est possiblement la division la plus forte du côté de la NFL. Comme à l'habitude, il y a Marc-André Chaloux qui va venir faire son tour afin de jaser de fantasy football. Je vais répondre aux questions que vous nous avez envoyées dans le cadre de la Minute des fans. Et on va parler également de la performance de Matthew Betts au cours du week-end, les Lions de Détroit qui étaient à Kansas City pour y jouer un match préparatoire. Et je vais également parler des performances des recrues, c'est de bonnes performances à part de certaines recrues, des anciens choix de première ronde, en fait, des joueurs qui ont été sélectionnés en première ronde du repêchage le printemps dernier. Alors, on va faire le tour de tout ça. À l'instant, on va accueillir l'ancien receveur de passe des Alouettes de Montréal, également des Argonauts de Toronto, gagnant de 3 Coupes Grey, oui, propriétaire de 3 bagues de la Coupe Grey, Danny Desrivaux. Danny, bon, ça a été un match particulier pour nous à RDS à la rencontre de vendredi en raison là, de l'inondation dans l'édifice de RDS à la suite du bris d'aqueduc. Alors, malheureusement, ça fait en sorte qu'on avait des ressources réduites. Pour la rencontre, au moins, on a été capable de présenter le match sur les ondes de RDS. Ça a été un bon match de football. Les Alouettes qui ont établi un record de concessions ont gagné un 8e match consécutif sur des terrains adverses en défaisant les Rough Riders de la Saskatchewan. J'aimerais qu'on commence en parlant par la performance de Davis Alexander. Encore une fois, je crois que c'est un incontournable, Danny. C'était son 3e départ consécutif. Et puis, bon, l'attaque, ça a été lent afin de se mettre en marche. Il faut donner crédit à l'unité défensive des Rough Riders. On a eu quelques problèmes également au niveau de la protection du côté des Alouettes. Oui, absolument, puis ça fait quelques semaines que ça se reproduit. On a souvent des lents départs offensivement, mais on finit toujours par trouver des solutions, que ce soit par ajustement, que ce soit par des joueurs qui se calment ou des joueurs qui font des gros jeux, mais on finit toujours par trouver des solutions. Puis c'est jamais parfait, c'est jamais toujours beau, mais les Alouettes finissent toujours de faire les bons jeux au bon moment pour générer du momentum, puis sortir de là avec des victoires. Puis c'est le fun à voir, puis surtout avec Davis Alexander. Tu sais, on parle là, de 3 matchs et demi depuis qu'il est partant avec l'équipe des Alouettes. Il a presque été parfait, là, malgré quelques moments qu'on doit lui accorder parce que c'est un jeune carrière, mais de compléter au-dessus de 70% de ses passes, 6 passes de toucher, très peu de revirements, les fins de match en contrôle de ses moyens, un carrière qui n'est pas ébranlé par les situations. Euh, c'est vraiment impressionnant. Puis en plus de ça, de comprendre qu'il n'y a pas juste du football dans son esprit dans les dernières semaines. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y a une situation Mm. familiale avec son père. Donc, ça fait en sorte qu'il y a peut-être des énergies mentales qui sont investies dans ce qui se passe au sein de sa famille. Puis il y a aussi un carrière qui, d'après moi, comprend l'opportunité qu'il a. C'est l'équipe de Cody Fajardo. Il sait qu'à un moment donné, ce carrière-là va revenir, puis ça va être son équipe. Donc, il profite pleinement de son opportunité. Puis peut-être qu'il jouait ce match-là à Saskatchewan comme si c'était peut-être son dernier départ, parce que là, Fajardo était dans l'alignement comme carrière substitut. Fait que peut-être qu'il jouait avec l'énergie de et c'est peut-être mon dernier départ, donc je vais donner tout ce que j'ai à donner pour euh, profiter pleinement de l'opportunité que j'ai reçue. Oui, ben, tu fais bien de le mentionner, hein, parce que bon, le père de Davis Alexander qui combat un cancer des poumons de stade 4, Alexander a raté le premier entraînement de la semaine. Il est allé en Arizona pour être au chevet de son père. Alors, son père continue de se battre et Davis Alexander, lui, d'aucune façon, il allait rater la rencontre, malgré le fait que les Alouettes lui ont dit, écoute, si tu ne te sens pas en mesure de jouer, il n'y a pas Mhm. de problème. Ben, il était là, il tenait à être présent pour ses coéquipiers. Alors, dans les circonstances, c'est vraiment une très bonne performance qu'il a offert. Alors, on vient de le voir, là, il y a quelques secondes, son toucher victorieux. Il y a eu de la controverse après la rencontre. Parce que là, sur les réseaux sociaux, on a vu des reprises vidéo qui le montraient que clairement son pied avait touché à la surface blanche, qu'il était sorti à l'extérieur des limites du terrain. Mais bon, ce qu'il faut dire que si les arbitres avaient donné la bonne décision, ben, malgré tout, ça aurait été un premier essai les buts pour les Alouettes. Donc, ils auraient été en mesure Exactement. d'écouler tout le temps. Peut-être qu'ils n'auraient pas marqué un toucher, mais au moins, ils auraient créé l'égalité et envoyé le match en prolongation. Mais ce qu'il faut dire, c'est pas la raison pour laquelle Montréal a gagné, c'est pas la raison pour laquelle Saskatchewan a perdu ce match-là. Corey Mace, avec ses décisions en 3e essai, d'y aller pour des tentatives de botter, mais surtout le botteur de précision, Danny
des Rough Riders, qui a connu un match horrible. Il a raté quoi? Quatre bottées de précision, dont un qui a été retourné pour un touché par James Hatcher. Oui, puis j'ai rarement vu ça, puis de si proche. Tu sais, des fois, tu vas voir des botteurs Oui, rapides, des bottées de loin, mais d'en manquer de si proche sur une période répétitive, puis qu'on te redonne des opportunités, ça aussi, c'était très surprenant de la part de Corbin, parce qu'à un moment donné, tu réalises que ton botteur, il l'a pas aujourd'hui. Il est pas capable, il est pas en confiance, ne le renvoie pas là-dedans. T'es peut-être mieux d'avoir ton attaque sur le terrain, puis pire cas scénario, tu redonnes le ballon à l'attaque adverse profondément dans leur territoire. Mais là, non seulement ça, tu retournes à donner des opportunités à ton botteur, mais ça fait en sorte que tu kicks à un retourneur qui doit courir avec des joueurs de ligne offensive, des joueurs de gros gabarits qui essaient de courir puis plaquer Jim Letcher. Ça a donné ça. Ça a donné ça. Donc, c'est un peu trop téméraire de leur part de Saskatchewan de continuer de donner des opportunités à leur botteur. Puis ils ont eu un peu qu'est-ce qu'ils méritaient. Là. oui, je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, en Saskatchewan, après la rencontre, on parlait beaucoup du toucher d'Alexander. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ça qui a coûté à la rencontre là, aux Rough Riders. Alors, belle victoire de la part des Alouettes, mais tout n'a pas été positif, notamment du côté de l'attaque. Bon, on a parlé du fait qu'on a eu des ennuis en termes de protection, mais l'attaque au sol des Alouettes, hein, on a eu beaucoup d'ennuis à fait courir avec le ballon. On sait que Walter Fletcher, c'est un joueur explosif, dynamique, mais c'est plus un receveur de passe déguisé en porteur de ballon, Walter Fletcher. Est-ce que tu penses que ça pourrait pas peut-être rattraper les Alouettes? Parce que je crois qu'on doit être en mesure de courir à l'intérieur, de courir entre les deux bloqueurs avec succès. Puis je te pose la question, parce que là, on a vu, on a donné quelques courses à Deshaun Antwi, mais au cours de la rencontre, Pierre Vacheval a mentionné ses statistiques. Antwi, il n'y a pas grand-chose de bon qui se passe lorsqu'on lui remet le ballon depuis le début de la saison. Je te pose la question, Sean Thomas Arlington, pourquoi pas l'essayer, surtout pour des courses à l'intérieur, ça demi à l'attaque canadienne, tout comme Antwi. Il joue sur les unités spéciales, dont il est en uniforme. Pourquoi pas remettre le ballon à Thomas Arlington lorsqu'on essaie de courir entre les bloqueurs? Ça ne peut pas être pire en termes de production que ce l'est présentement, il me semble. Ben, je suis 100% d'accord avec toi, Didier, là-dessus. Puis c'est un problème depuis le début de la saison. On n'a pas vraiment d'équilibre à l'attaque. On mise beaucoup sur l'attaque par la voie aérienne. Puis ça, pour moi, c'est un problème. C'est une inquiétude aussi parce que j'ai l'impression que au quatrième quart, avec les avances qu'on est habitué d'avoir du côté des Alouettes, il faut qu'on soit capable de mieux courir le ballon. En fin de saison, protéger des avances. Si jamais la température ne permet pas de lancer le ballon, il faut qu'on ait une solution pour courir avec le ballon. Puis présentement, on ne semble pas l'avoir dans les effectifs qu'on utilise pour courir le ballon. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que chaque fois qu'on a donné le ballon à Sean Thomas Erlington, j'ai l'impression que c'est lui qui court mieux avec le ballon. C'est lui qui a plus l'allure d'un vrai porteur de ballon et non un porteur de Mhm. ballon occasionnel ou un scat back. C'est lui le vrai prototype porteur de ballon qu'on a au sein de cette équipe-là. Puis quand on lui a donné des opportunités contre Hamilton, il a bien produit. Donc moi, j'aimerais ça voir un peu plus de Sean Thomas Erlington, quitte à en enlever à Antwi, quitte à en enlever à Fletcher. Je pense qu'il mérite son opportunité. Puis comme tu dis, ça peut pas être vraiment pire. Puis on a vraiment besoin de trouver des solutions. Que ce soit d'amener même Letcher ou les autres receveurs, il faut dynamiser le jeu au sol, ça va être important. Puis on a laissé partir William Steinbach en se disant on est capable de courir le ballon sans lui. Puis présentement, j'ai l'impression qu'on s'ennuie peut-être de son apport, de sa capacité de courir, peu importe si c'est bien bloqué ou pas. Fait que j'espère qu'un peu plus de Sean Thomas Erlington va faire en sorte qu'on va être capable de mieux courir le ballon parce que ça va être un élément important, d'après moi, pour qu'on soit capable d'aller loin dans les éliminatoires. Ouais, ben voilà, c'est ça qui est clé. Puis ça, c'est difficile de critiquer les Alouettes. Ils ont fait juste 9 victoires et une défaite. Leur seul, écoute, tu sais, donc, on peut pas les critiquer, ils ont presque été parfaits. Mais comme tu l'as dit, en éliminatoire, lorsqu'il va faire froid plus tard au cours de la saison, s'il y a un match où c'est plus difficile en raison de la météo de passer le ballon, est-ce qu'on pourra quand même connaître du succès du côté des Alouettes? Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète. L'attaque au sol, on va devoir trouver une façon d'être plus productif au sol. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de l'unité défensive? Parce qu'on n'a pas été capable de générer de la pression sur Trevor Harris. Trevor Harris est un excellent carrière, même ça faisait près de 2 mois qu'il n'avait pas joué. Il a passé pour plus de 300 verges. On l'a vu, là, au début, on tentait de miser sur l'attaque au sol du côté des Riders. En deuxième demi, on a remis le ballon dans les mains de Trevor Harris. Puis il a été en mesure de tailler en pièces l'unité défensive des Alouettes. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de la défense? Ben, j'ai l'impression qu'on donne beaucoup de verges. Puis oui, Trevor Harris, c'est un vétéran,
mais Powell de Hamilton n'était pas un vétéran. Fait que la semaine avant Mhm. ça, Powell, il n'avait pas débuté le match. Je pense qu'il avait manqué les 2 ou 3 premières séries offensives de Hamilton. Lui aussi a terminé le match avec au-dessus de 300 verges. Ils ont complété un Ouais, c'est très vrai, haut hein? pourcentage de passes complétées, 2 touchés, pas très dérangé. Fait que là, ça fait 2 semaines de suite qu'on alloue quand même beaucoup de verges, qu'on a des problèmes à mettre de la pression sur les carrières adverses. Donc, tu sais, je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui va être inquiétant? Parce que, tu sais, ce genre de choses-là, tu sais, ça met quand même beaucoup de vidéos pour les équipes adverses à analyser. Pourquoi on alloue autant de verges? Puis, OK, oui, on gagne en dépit de, mais est-ce que c'est quelque chose qui a besoin d'être corrigé avant que ça commence à créer des problèmes? Ou est-ce que, tu sais, là, ça crée des déficits que l'attaque est obligée de faire mettre de la pression pour rattraper ces déficits-là? Donc, je pense que il y a quelque chose qui se passe qui m'inquiète un peu. Oui, on gagne, mais tu sais, au moins, dans la victoire, on est capable de trouver des solutions avant que ça nous pince un peu dans le derrière. Est-ce que les services de Sean Lemon manquent à la défense des Alouettes? Assurément, assurément, c'est Hmm. indéniable. Puis, tu sais, tu veux jamais dire que c'est juste un joueur qui fait une défensive, mais depuis que Sean Lemon n'est plus là, c'est tout à fait différent. Puis rappelons-nous, l'année dernière, avant que Sean Lemon arrive au sein des Alouettes, quelle était la défensive des Alouettes? Elle est devenue tout à fait différente quand Sean Lemon est rentré. Donc peut-être qu'il y a un apport, oui, sur le terrain en termes d'un joueur qui est capable d'être mis contre un joueur offensif de la ligne adverse, puis de mettre de la pression, peu importe c'est quoi la stratégie défensive qui est appelée. Puis ça, on a perdu ça avec Sean Lemon qui n'est plus là. Et là, il s'absente, puis là, on voit que la défensive commence à louer. Puis surtout, des carrières qui sont très confortables dans la pochette adverse. Ouais. Ça, c'est dérangeant. Là. Oui, absolument. En tout cas, Dieu seul sait quand est-ce que Lemon sera en mesure de revenir au jeu. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y avait une audience du côté de la Ligue canadienne les 1er et 2 août dernier. Puis là, on est presque rendu, là, on est quoi? On est le 19 août, là, on enregistre le podcast Mhm. lundi 19 août, puis on n'a toujours pas de nouvelles. Bon, c'est la Ligue canadienne. Dieu seul sait là, quand est-ce il sera en mesure de revenir au jeu. Mais là, ça fait beaucoup de matchs là, pour bon, comme on sait, oui, il a parié sur les matchs de la Ligue canadienne, mais ça fait 3 ans de ça. Là. Ça fait Mhm. 3 ans de ça, puis là, il est rendu à combien de matchs ratés là, cette saison à cause de ça. Tant qu'à moi, il me semble que c'est assez, là. Mais ça serait bien qu'il y ait une Mhm. décision qui soit rendue, Mais une c'est surtout une fois pour décision toutes. qui est nécessaire, exact. Ouais, voilà, voilà. Ben, il n'y a pas de doute qu'il manque à l'unité défensive des Alouettes. En prochain match des Alouettes, ça va avoir lieu dimanche. Oui, il va y avoir du football le dimanche au Sappers Molson. Ce sont les Elks d'Edmonton qui seront au Sappers Molson afin de croiser le fer avec les hommes de Jason Mars. Les Elks qui jouent bien là, depuis quelques semaines. Alors, ça ne sera pas nécessairement une proie facile pour les Alouettes. Et qui sait, est-ce que Austin Mack sera de retour, Danny? Parce que Danny Machocha, le DG des Alouettes, a été en contact avec Austin Mack. Mack est ouvert à l'idée de revenir avec les Alouettes. Il voulait tenter sa chance afin de voir s'il pouvait tout d'abord dénicher un contrat avec une équipe de la NFL. Mais à ce temps-ci de l'année, les équipes de la NFL essaient pas nécessairement de rajouter des joueurs à leur formation. Là, on essaie d'en couper. Il reste juste un match préparatoire. Alors, ça va être quelque chose à surveiller. Les Alouettes qui sont de retour à l'entraînement mercredi en vue de leur rencontre de dimanche contre Edmonton. Alors moi, j'ai bien hâte de voir si le numéro 81 sera sur le terrain d'entraînement au Stade Hébert. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Alors, Danny, écoute, si tu veux bien, on va se tourner maintenant du côté de la NFL. Là. Il y avait des matchs préparatoires qui étaient joués au cours du week-end. On va commencer tout d'abord avec un survol. Notre survol de la section nord de l'association américaine. Ça va vite, il nous reste juste 2 sections seulement afin de discuter avant le début de la saison régulière. Alors, pour commencer, bon, on va jeter un coup d'œil. On va se rafraîchir la mémoire. On va regarder le classement de la saison 2023 de la division nord de l'AFC, si tu le veux bien. C'est les Ravens de Baltimore qui avaient terminé au premier rang. Ils avaient connu toute une saison régulière. 13-4 avaient été leur fiche. Les Browns de Cleveland, Danny, malgré le jeu de la chaise musicale à la position de carrière, ce qu'on avait utilisé 5 quarts, malgré tout, on a gagné 11 matchs, si bien que Kevin Stefanski a remporté le titre d'entraîneur-chef de l'année dans la NFL. Ensuite, ça, bon, les Steelers et les Bengals de Cincinnati qui ont terminé au dernier rang, ben, ça avait été principalement à la suite d'une blessure à Joe Burrow qui avait mis fin à sa saison. Alors, on va commencer notre survol d'année avec les Bengals de Cincinnati, en jetant un coup d'œil bon, aux ajouts significatifs du côté des Bengals et des joueurs qui ont quitté. Est-ce qu'il y a un joueur qui se saute aux yeux, là, que ce soit des nouveaux arrivés du côté des Bengals ou des joueurs qui ont quitté, comme Joe Mixon, par exemple? Est-ce qu'il y en a un qui te saute aux yeux? Ben moi, c'est plus que ce qu'on a fait au niveau de la ligne offensive. Et Joe Burrow s'est absenté
la majorité de la partie de 2023. Donc, pour moi, tout est misé sur faut protéger Joe Burrow, faut qu'il soit capable d'être confortable dans la pochette, faut qu'il soit capable de faire ses lectures, de lancer le ballon à ses receveurs qui sont très dynamiques. Donc, moi, tout ce qui est un ajout, une amélioration sur la ligne offensive, ça, c'est très important, puis ça joue en faveur parce que pour moi, la clé pour les Bengals, c'est est-ce que Joe Burrow peut rester en santé, est-ce qu'il peut produire, est-ce qu'il peut avoir une grosse saison. Et après ça, ça va créer l'effet domino puis enlever la pression sur toutes les autres unités. Oui, défensivement, ça a été très mauvais après une très bonne saison en 2022 du côté des Bengals. Donc oui, on a fait des ajouts, les Von Bell de ce monde qu'on a ajouté, Geno Stone aussi qu'on a ajouté. Fait que ça, je pense que ça va améliorer la défensive. Mais si Joe Burrow reste en santé, cette équipe-là devrait jouer avec des avances, puis devrait avoir une défensive améliorée. Mais pour moi, là, ça demeure vraiment les ajouts sur la ligne offensive. Là. C'est ça le plus important. Là. La clé, c'est Joe Burrow. Oui, écoute, on a utilisé notre choix de première ronde afin de repêcher Murray Smith, un gros bloqueur. On va voir s'il va commencer la saison régulière au sein de la formation partant, mais c'est sûr. Il faut que Joe Burrow reste en santé, ça c'est la chose numéro un. Et la chose numéro deux, c'est l'unité défensive. Souviens-toi, il y a 2 ans, la défense des Bengals était solide. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. Hein. Bon, Jesse Bates avait quitté via le marché des joueurs autonomes. Le Marauder s'est joint aux Falcons d'Atlanta. Et vraiment, c'est comme si on avait un trou à la position de maraudeur, dont tu as parlé justement de la mise sous contrat des vétérans Van Bell, Geno Stone, les deux sont des maraudeurs. Alors, je pense qu'on s'est rendu compte de ça, à quel point Jesse Bates avait manqué à l'unité défensive des Bengals de Cincinnati. Alors, on a remplacé, oui, Joe Mixon par Zach Moss, ancien des Colts d'Indianapolis. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Il ne faut pas oublier que Chase Brown, choix au Mhm. repêchage des Alouettes, petit porteur de ballon, mais qui est très explosif, qui est toujours présent dans le champ arrière des Bengals de Cincinnati. Aucun doute, comme tu l'as dit, ça va commencer en gardant Joe Burrow en santé. On n'a pas été capable de faire, mais une chose que j'aime de la part des Bengals lors des matchs préparatoires, c'est comme si Zach Taylor, l'entraîneur-chef, s'est réveillé. Parce que souviens-toi, lors des dernières années, les Bengals ont connu vraiment de mauvais débuts de saison. Ça, c'est lié au fait qu'on n'utilisait presque pas ou pas du tout nos joueurs partants lors des matchs préparatoires. Mais je crois que Zach Taylor a appris sa leçon. Cette année, on a fait jouer certains de nos joueurs partants. Et puis, de ce que j'ai lu, le camp d'entraînement des Bengals de Cincinnati est beaucoup plus robuste que par le passé. Alors, il me semble que Zach Taylor, il essaie vraiment de préparer ses joueurs afin qu'on soit prêt dès la semaine 1, pas la semaine 3, pas la semaine 4, comme ça a été le cas lors des dernières saisons. Oui, puis tu fais bien de le mentionner parce que surtout dans cette division-là, un lent départ ne pardonne pas. Tu ne dois pas juste Mm -hmm. penser à tes adversaires hors division, mais dans ta division, tes adversaires sont coriaces. Donc, tu sais, si tu as un lent début de saison, puis tes adversaires de division ont des bons débuts de saison, ça peut faire en sorte que tu aies un écart qui est très difficile à rattraper. Donc, tout à son mérite de réaliser l'importance, puis de comment aussi gérer cette lacune-là, c'est de faire jouer ces partants puis ces vétérans. Puis même si ce sont des partants, ce sont des vétérans, c'est des joueurs qui ont besoin de pratiquer, se faire remettre dedans, puis aussi de comprendre l'importance de pourquoi on les fait jouer, parce qu'on veut avoir un bon début de saison, donc ils doivent embarquer aussi dans la stratégie ou dans qu'est-ce qui a été décidé de faire, même si peut-être qu'ils voient dans d'autres équipes les joueurs, les partants qui jouent un peu moins, là, mais pour les Bengals, c'est important d'avoir un bon début de saison. Oui, puis bon, tu parles des joueurs qui s'entraînent et tout. Il faut avoir un beau début de saison. Il y a un absent au camp des Bengals. Il s'agit du receveur étoile Jamar Chase. Il était présent au début du camp, mais toutefois, il ne participait pas aux entraînements. Jamar Chase, qui est à la recherche d'un nouveau contrat, il y a tellement de receveurs de passe. Ça a été un bon hiver, une bonne saison morte là, pour tes gars. Tu es un ancien receveur de passe toi-même. Il y en a plusieurs qui ont touché le gros lot. Là, Jamar Chase, il voit ça, puis lui, il fait partie de l'élite des receveurs de passe, du moins dans le top 5 des receveurs. Je pense que tu es d'accord avec moi de la Absolument. NFL. Alors, il aimerait ça également avoir un nouveau contrat. Alors, comme je le disais, il était présent lors des entraînements, mais il n'y participait pas. Mais là, il est même plus présent aux entraînements, Danny. Est-ce que ça risque pas d'être un problème, justement, là, pour Cincinnati qui souhaite avoir un bon début de saison si on n'en vient pas à une entente avec notre receveur étoile? C'est sûr que ça pourrait l'être parce que qu'est-ce qu'on perd là, quand ton receveur étoile n'est pas au camp d'entraînement? C'est les répétitions, c'est la cohésion, c'est la chimie. Donc, tu veux avoir un receveur et un carrière dans le caucus ou sur le terrain de jeu qui sont capables de travailler ensemble presque sans se voir, sont capables de comprendre tous les mouvements. Puis ça, ce genre de chimie-là, ça se crée en camp d'entraînement. Donc, ça se peut que les répétitions qui n'ont pas eu lieu
en camp d'entraînement. Assurément, Chase, il va être là jour 1, premier match de la saison, mais peut-être qu'il va y avoir quelques séquences offensives, quelques semaines où est-ce qu'on va voir des passes qui vont tomber à terre parce qu'il n'y aura pas la même cohésion, la même chimie. Donc ça pourrait causer un peu d'insuccès offensivement là, du côté de l'attaque des Bengals. Ben, allons voir maintenant qu'est-ce que les partisans des Bengals pensent de leur édition 2024 avant ce début de saison. Ah, tu vois, l'emoji, là, on a un petit sourire, donc on est confiant là, du côté des partisans des Bengals de Cincinnati. Ouais, on avait perdu le Super Bowl il y a 2 ans, on s'en rappelle. Mais je te pose une question, Danny. Est-ce que les Bengals, selon toi, vont être en mesure de reprendre leur place parmi l'élite de l'association américaine? Parce que lors des dernières années, on ne se posait pas la question. Avec Joe Burrow, on disait les Bengals, depuis qu'ils sont arrivés au Super Bowl, ils sont une des meilleures formations de l'AFC. Mais la saison dernière, on a raté les éliminatoires. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre notre position dans le top 3 là, des équipes de l'association? Ben, moi, je dis oui parce que tous les éléments qu'ils ont fait durant la saison morte me font penser que oui, on a amélioré la ligne offensive, on a un Joe Burrow qui commence la saison en santé, donc il devrait, si la ligne offensive fait un bon travail, garder Joe Burrow en santé. Puis on a fait les améliorations défensives qui étaient nécessaires. On était une des défensives qui allouait le plus de gros jeux en 2023, puis on est allé corriger ça avec la venue de 2 vétérans maraudeurs. Donc on a fait 3 bonnes choses pour faire en sorte qu'on redevienne l'équipe qu'on a déjà été il y a quelques temps. Ouais, alors ça va être à ces vétérans maraudeurs-là, Gino Stone, Von Bell, de livrer la marchandise. C'est ça qui reste à voir du côté des Bengals. Alors maintenant, combien de victoires Cincinnati sera en mesure de décrocher cette année? Le over-under, plus ou moins, est établi à 10 victoires et demie. Alors, je te pose la question, Danny, je te laisse y aller en premier. Est-ce que ça va être plus ou moins de 10 victoires et demie pour Joe Burrow et les Bengals? Dans cette division-là, c'est très difficile là, d'être beaucoup plus que 10,5. Là. Moi, je pense que ça va être autour de 11, encore une fois, cette année, là, avec un Joe Burrow en santé. Je dirais qu'on va être plus, mais ça ne sera pas 12 ou 13 victoires. Je pense qu'on va être encore à 11. On le voit hein, à l'écran en bas à droite, lors des 2 saisons que Joe Burrow ne s'est pas blessé, ben, les Bengals ont gagné plus de 10 matchs. Alors, c'est aussi simple que ça. Si Burrow reste en santé, on devrait être en mesure de gagner plus de 10 victoires et demie, d'aller chercher plus de 10 victoires et demie, mais s'il est blessé, ben là, ça pourrait être une reprise de l'année dernière. Je veux dire plus, moi aussi. Au moins 11 victoires pour les Bengals. Prends le pari que Burrow sera en mesure de rester en santé. Malheureusement, il commence à avoir l'étiquette d'un joueur fragile. Là. Mais on dit qu'il a pris du poids, il a ajouté du muscle à sa charpente. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner une fois que la saison régulière va commencer. On va se tourner maintenant du côté des Steelers de Pittsburgh, Danny, les hommes de Mike Tomlin. On sait Mike Tomlin n'a jamais connu une saison perdante depuis qu'il est à la barre des Steelers de Pittsburgh. Mais toutefois, bon, les partisans des Steelers sont fatigués d'entendre cette statistique-là parce qu'ils veulent avoir des succès hors d'éliminatoire. Tout d'abord, on va jeter un coup d'œil aux joueurs qui se sont joints aux Steelers et les joueurs qui ont quitté au cours de la saison morte. Et puis, ben, ça commence avec l'arrivée de 2 carrières, Russell Wilson et Justin Fields. Je te pose la question, quand tu as 2 carrières, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas de carrière du tout. Parce que là, de qu'est-ce qu'on lit, les deux ne connaissent pas un bon camp d'entraînement. Là. Russell Wilson a joué en fin de semaine, c'était pénible. Russell Wilson a l'air fini, Danny. Ça fait quoi maintenant? Ça fait au moins 3 ans que je le dis, que Russell Wilson n'est plus le même. Depuis la deuxième moitié de la saison 2020, Russell Wilson n'est plus le même. Est-ce que les Steelers ont un carrière, Danny, selon toi? Ben, comme tu le décris, là, ça reste encore à voir. Moi, je continue de penser que Russell Wilson, c'est la meilleure solution à la position de carrière pour cette équipe-là. Puis, tu sais, il faut considérer que considérant qu'est-ce qui avait été à la position de carrière dans les dernières années pour les Steelers de Pittsburgh, je pense que Russell Wilson, même s'il n'est pas à sa meilleure forme, ça va être une amélioration de qu'est-ce qui a été dans le passé. Puis moi, je pense que la meilleure solution peut-être avec les 2 carrières, c'est Russell Wilson comme carrière partant, puis peut-être un Justin Fields plus comme un Taysom Hill, tu sais, un Hmm. couteau suisse, un carrière qu'on amène par séquence avec des petits packages, peut-être aligné comme centre arrière, aligné comme receveur, aligné comme carrière ou wildcat. Peut-être l'amener pour dynamiser cette attaque-là, que d'après moi, a besoin aussi d'un peu plus de joueurs qui sont capables de faire des gros jeux. Fait que, tu sais, Russell Wilson est le carrière partant. Puis si jamais il y avait une blessure et il n'était pas capable, ben, peut-être que là, on irait avec Justin Fields comme la solution permanente au poste de quart. Mais je pense que je verrais plus de Wilson avec un peu de Fields là, pour la meilleure solution à la position de carrière.
Ouf, Justin Fields, il n'a pas changé. Là. Depuis qu'il a quitté Chicago, on le voit, la difficulté à décocher des passes avec anticipation, manque de précision, fait des jeux avec ses jambes, mais c'est ça, Justin Fields. Moi, j'ai lancé à servir dans son cas. Je crois pas qu'il va s'améliorer. Mais les Steelers, l'année dernière, ils ont réussi quand même quoi, à gagner 10 matchs, malgré le fait Mm. qu'ils n'avaient pas de carrière ou à peu près. Mais je ne sais pas si on va être capable de répéter ça encore une fois cette année du côté des Steelers. Mais on a fait d'autres acquisitions. Bon, il n'y a pas juste l'ajout de Russell Wilson et de Justin Fields. Il y a Patrick Queen, secondaire de ligne, anciennement des Ravens de Baltimore, alors qu'il change d'adresse, mais qui reste du côté de la section nord de l'américaine. On a échangé Deontay Johnson, un receveur de passe aux Panthers de la Caroline, en retour de Deion Jackson, un demi de coin. Choix de première ronde, Troy Fortanu, qui est un bloqueur. On a besoin d'améliorer notre ligne à l'attaque du côté des Steelers de Pittsburgh. Mais je suis pas convaincu qu'on ait une formation améliorée comparativement à l'année dernière, Danny. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je sais qu'il n'y avait pas de production à la position de quart la saison dernière, mais de ce que j'ai vu, là, puis je sais qu'il faut prendre ça avec un grain de sel, les matchs préparatoires, mais j'ai aucune confiance en Russell Wilson ou en Justin Fields. Ben, je suis un peu d'accord avec toi, là. Je pense pas qu'on est nettement amélioré. Donc, tu sais, je les verrais pas avoir une saison beaucoup mieux que celle, de l'année dernière. Puis j'ai l'impression que l'année dernière, ils ont profité du fait que ça allait pas super bien à d'autres endroits, que ce soit aux Bengals, que ce soit à Cleveland. Donc ça aussi, ça a aidé un peu leur fiche puis leur performance de l'année dernière. Donc j'ai l'impression qu'on va être un peu du pareil au même que l'année dernière. C'est une équipe qui est peut-être assez bonne pour faire les éliminatoires dans le nouveau contexte où il y a plus d'équipes qui font les éliminatoires, mais pas assez bonne pour gagner en éliminatoire ou aller loin en éliminatoire. Ouais, les Steelers, leurs matchs seront pas bas à voir, un peu comme l'année dernière, tu sais, des matchs souvent en bas pointage. Moi, qu'est-ce qui m'impressionne toujours, c'est à quel point TJ Watt demeure productif, malgré le fait que les Steelers n'ont jamais l'avance d'année. Il est pour moi un des meilleurs joueurs en défense de la NFL, un des meilleurs chasseurs de cartes de la Ligue avec Myles Garrett. On va en parler un peu plus tard de Myles Garrett lorsqu'on parlera des Browns et des Cleveland. Mais malgré tout, année après année, il est parmi les meneurs au chapitre des sacs du corps, malgré le fait que les Steelers n'ont jamais de bonne avance. Est-ce que TJ Watt sera en mesure seulement de continuer d'être dominant? Est-ce que la défense des Steelers pourra transporter l'équipe de Pittsburgh? Ben, c'est ça la recette à Pittsburgh, ça l'a toujours été. Puis, tu sais, je vois pas pourquoi ça va arrêter. Tu sais, il y a des joueurs là, que, peu importe les circonstances, le contexte, qui est la carrière, comment on va l'attaque en avance, on tire de l'arrière, le système, le joueur de ligne offensive devant eux autres, ils vont toujours produire. C'est ça le cas avec TJ Watt. Puis quand TJ Watt va bien, ben, tu sais, ça motive tous les autres joueurs de la défensive des Steelers. Donc, moi, je vois que ça va continuer, ça n'arrêtera pas. Là, c'est juste de voir est-ce qu'ils vont être capables d'avoir un peu d'aide de l'attaque. C'est pas Mm-hmm. grave d'avoir un peu d'aide et que ça ne sera pas tout sur les épaules de la défensive encore une fois cette année. Bon, encore une fois, Najee Harris va être dans le champ arrière avec Jalen Warren. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais on dirait que ça a du pareil au même. Je sais que c'est Arthur Smith, maintenant le coordinateur offensif, mais encore une fois, on va devoir attendre le début de la saison, mais qu'est-ce que j'ai vu lors des matchs préparatoires, ça ne m'inspire pas confiance. Maintenant, qu'est-ce que les partisans des Steelers, eux, est-ce qu'ils ont plus confiance à... Hum! Oh non, pas vraiment, hein? On est bouche bée, là, pas d'émotion, on est... Justement, ça confirme un peu que ça semble être du pareil au même du côté des Steelers chez leurs partisans. Et le nombre de saisons partantes lors des 10 dernières années, ben, les Steelers et les Chiefs, on n'en aucune. La seule chose, c'est que les Chiefs, eux, ils ont gagné quoi, 3 Super Bowls lors des 10 dernières années. Alors, c'est ça la différence. Du côté de Pittsburgh, j'ai fait allusion à ça tout à l'heure, mais est-ce qu'on sera en mesure d'aller chercher une première victoire d'année en éliminatoire du côté des hommes de Mike Tomlin depuis 2016? Ça fait 8 ans qu'on n'a pas gagné un match d'après-saison. Ben, moi, je pense que non. J'y crois pas, là. Hmm. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, là, tu sais, j'ai l'impression qu'on va toujours être une équipe de milieu de peloton parce qu'on a de l'excellent coaching, on a une bonne défensive, mais c'est pas assez pour aller loin en éliminatoire. Tu as besoin de meilleure qualité offensive, meilleure performance à la position de quart arrière. Ça, on l'a pas là, du côté des Steelers de Pittsburgh. Donc, c'est c'est juste assez pour s'y rendre, y goûter, mais ça sera jamais assez là, pour aller gagner ou aller loin dans l'éliminatoire. Du côté de Mike Tomlin et des Steelers, moi, j'ai toujours eu la théorie qu'on aurait dû mieux préparer l'après Ben Roethlisberger. Ben était vieillissant, on le voyait lors de ces 3 dernières années. Bon, c'était plus difficile lors de ces deux, trois dernières saisons.
Puis c'est comme ça, on n'a jamais préparé la relève. Pourquoi on n'a pas repêché un carrière pendant que Roethlisberger était là pour qu'il puisse apprendre Mhm. derrière Roethlisberger? Là, finalement, on a repêché Kenny Pickett en première ronde. Je suis même pas certain s'il y a une autre équipe qui aurait repêché Kenny Pickett en première ronde. Là, maintenant, il est avec les Eagles de Philadelphie, carrière réserviste. Donc, on continue de payer la note pour ça, pour le fait qu'on s'était pas préparé pour l'après Ben Roethlisberger. Et puis j'ai l'impression que peut-être pour la première fois de sa carrière, Mike Tomlin va avoir une fiche perdante cette année. Parce que j'ai hâte de voir ça, s'il va être en mesure justement d'éviter ça et de participer aux éliminatoires. Mais j'ai l'impression que non. Alors justement, allons voir plus ou moins combien de victoires pour les Steelers de Pittsburgh en 2024. Quel est leur over-under? On parle de 8 victoires et demi. Alors, Danny, est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher plus ou moins que 8 victoires et demi du côté des hommes de Mike Tomlin? Moi, je pense qu'on va être en dessous cette année. Malheureusement Hmm. pour Mike Tomlin, je pense que la séquence de La saison séquence, ça se avec termine. des fiches victorieuses, là, je pense qu'elle va se terminer. Euh, il y a trop de choses à surmonter, puis je continue de penser que les autres équipes vont pas connaître les misères en termes de position de carrière qu'ils ont eu dans le passé. Là. Fait que je pense que ça va nuire un peu aux Steelers de Pittsburgh. Là. Fait que moi, je pense qu'on va être en bas de 8,5. Je pense qu'on va être à 8. En 17 saisons avec Mike Tomlin à la barre de l'équipe, les Steelers ont seulement raté les éliminatoires 6 fois. Encore une fois, moi j'ai l'impression que ça va être une équipe qui va être tenue en otage par la position de carrière. Puis tu le sais, hein, lorsque tu mises sur des receveurs de passe comme George Pickens, qui ont des tempéraments bouillants, mais que les carrières sont pas assez talentueux pour lui remettre le ballon, ça va mal finir. Là. Il y a potentiel là, d'avoir des flamèches du côté de l'attaque des Steelers. Alors, ça pour dire, je vais dire moins que 8,5. 8 victoires. Moi 8 victoires pour les Steelers, c'est le plus que je vois. Une fiche de 8 et 9. Peut-être que Tomlin pourra faire un autre tour de magie, mais je pense que ces deux, on voit ça du même heure. Peut-être que les deux, on a tort, qui sait. Ben, Mais peut-être. pour l'instant, c'est ça. Mais hey, difficile d'être confiant aux Steelers de Pittsburgh. Bon, maintenant, on va se tourner du côté des Browns de Cleveland. Les Browns qui ont été en mesure de participer aux éliminatoires. On en a parlé tout à l'heure, malgré le fait qu'on assistait à un jeu de chaise musicale à la position de carrière. Imagine-toi, tu payes le Sean Watson, quoi, c'est 60 millions par année en moyenne. Puis malgré tout, l'année dernière, c'est Joe Flacco qui t'a permis de participer aux éliminatoires. Flacco n'est plus là, on ne l'a pas ramené. On va tout d'abord, bon, jeter un coup d'œil aux ajouts des Browns de Cleveland, également aux joueurs qui ont quitté Cleveland. Alors, on a fait l'acquisition du receveur de passe Jerry Jeudy. Jeudy, un ancien choix de première ronde avec les Broncos de Denver, mais il a été décevant à Denver. Puis on a ajouté de la profondeur en position de carrière, Danny. Mhm. Jameis Winston Et Miss est James. rendu à Cleveland. Ben oui, c'est ça. On n'a pas gardé Flacco, mais on a amené Famous Jameis afin de donner un coup de main si jamais Deshaun Watson se blesse. Alors on le voit à droite, bon, Joe Flacco n'est plus là, Karen Hunt n'est plus là non plus. Alors, est-ce qu'il y a l'arrivée ou le départ d'un joueur qui retient ton attention du côté des Browns? Ben, tu sais, j'aime l'arrivée de Winston. C'est une bonne police d'assurance, un carrière qui a déjà été partant. On a vu qu'est-ce qu'ils ont été capables de faire l'année dernière avec Flacco comme carrière qui est rentré en milieu de saison. Donc, Winston, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Dante Foreman, porteur de ballon, pour être complémentaire à Chubb, qui fait en sorte que cette attaque-là va demeurer une attaque qui commence par le jeu au sol. On veut établir le jeu au sol. Et si jamais le jeu au sol fonctionne très bien, puis on a un Deshaun Watson qui peut rester en santé, ben là, je pense que cette attaque-là va être capable de performer parce que la défensive est excellente du côté des Browns. Là, c'est une des meilleures défensives de la NFL. Donc, eux aussi, ils sont capables d'avoir de la stabilité à la position de carrière, comme ils ont reçu de Flacco l'année dernière. Ben, c'est une équipe qui peut continuer de gagner des matchs. Ouais, j'ai hâte de voir si Nick Chubb va être le même, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est Mhm, la deuxième grave blessure à un genou qu'il subit. Pour les gens qui ne le savent pas, lorsqu'il était dans les rangs universitaires avec les mhm. Bulldogs de Georgia, il avait subi une grave blessure à un genou qui avait compromis sa carrière. Il avait été en mesure de revenir. On sait qu'est-ce qu'il a accompli depuis qu'il porte les couleurs des Browns de Cleveland. Mais ça, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il va être le même joueur? J'en doute. Alors, je suis d'accord avec toi qu'il a mis sous contrat de Dante Foreman, qui a été productif pas mal partout où est-ce qu'il a joué. Ça, c'est une bonne chose du côté de Cleveland. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ben, la défense des Browns m'a frustré par moments l'année dernière, Danny. Parce qu'il y a des matchs, justement, elle était tout à fait dominante. Il y a d'autres rencontres.
où est-ce qu'elle accordait beaucoup de verges. Alors, d'une semaine à l'autre, c'est un peu une boîte à surprise. Tout à l'heure, bon, je parlais de TJ Watt. Ben, l'autre grand chasseur de cartes qu'il y a dans cette division-là, c'est Myles Garrett. Myles Garrett qui a été sensationnel l'année dernière, il a connu une grosse saison. Moi, j'aimerais voir plus de constance du côté de la défense des Browns de Cleveland que ça avait été le cas l'année dernière. C'était la première année de Jim Schwartz, le coordinateur de l'unité défensive avec les Browns. Je pense que là, ça va être une deuxième année dans son système et puis que la défense des Browns ben, devrait juste être encore meilleure et peut-être jouer avec plus de constance que l'année dernière. Là. De bien jouer semaine après semaine. Comparativement à l'année dernière, on avait deux bons matchs, puis là, il y avait un match, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, on en jouait deux autres bons. Oui, puis tu sais, on s'entend, là, la constance, ça vient avec les répétitions. C'est de voir des vraies situations de match, de s'ajuster, de voir comment les attaques adverses essaient de détruire qu'est-ce qu'on a créé stratégiquement. Puis je pense que l'année 2 dans le système, ça fait en sorte que les joueurs vont mieux exécuter, vont être plus en connaissance de comment les attaques adverses essaient de défaire un peu leur système défensif. Fait que moi, je pense que l'année 2 dans le système de Swart, elle va être nettement améliorée parce qu'il y a plein de talents dans cette défensive-là. Ça commence avec Myles Garrett, mais tu sais, aux trois niveaux, on a des joueurs qui sont capables de faire. Puis, tu sais, collectivement, les statistiques disent qu'ils ont eu une très bonne saison, puis c'est une très bonne défensive. Fait que malgré les inconsistances, si on est capable de jouer un peu mieux sur une base un peu plus régulière, je pense que ça va être une défensive qui va être améliorée. Oui, on a d'ailleurs récompensé la semaine dernière, si je me souviens bien, là, sur l'excellent secondaire de ligne, Jeremiah Owusu-Karamora, l'ancien de Ouais. l'Université de Notre-Dame. Alors, il a signé une prolongation de contrat, ça s'est bien mérité pour lui. Il est tellement un joueur explosif. Alors, maintenant, on va voir quel est l'état d'âme des partisans des Browns de Cleveland à l'approche de la saison 2024. Oh, oh, tu vois, déjà, là, je sais pas si on prévoit une blessure à C'est Deshaun Watson. On l'infirmerie. a le bandage sur la tête. Ben oui, ça, l'infirmerie déjà. Alors, les équipes, oh mon Dieu, le- l'effondrement de l'Union soviétique, là, on parle de 1991, hein, à la chute du mur de Berlin. Ben, voici toutes les équipes qui ont été championnes de section depuis. Les Browns ont jamais, depuis 1991, on n'a jamais terminé au premier rang de la section Nord. Est-ce que c'est l'année que ça va se passer, ça, Danny? Je crois pas. Je pense que il y a trop de bonnes équipes. Il y a Baltimore, et il y a les Bengals. C'est d'après moi qui commencent en tête de liste là, dans les équipes qui risquent de terminer en tête de cette section-là. Fait que je ne crois pas qu'ils remportent la division. Je crois par contre que ça va être une équipe qui va participer aux éliminatoires. Puis encore une fois, tu sais, c'est une ligue de carrière, c'est une division de carrière. Tu sais, Deshaun Watson, c'est un joueur important. Tu sais, il faut qu'on soit capable de revoir le talent à qui on a donné un des plus gros contrats qu'on n'avait jamais vu dans le temps, puis il commence à Ben, manquer c'est ça, j'allais d'excuses, te là. demander. Ouais, ça, j'allais te demander, Danny, est-ce que Deshaun Watson peut jouer à la hauteur de son talent pour la première fois depuis 2020? Ça fait 4 ans, là, qu'il n'a pas été Ouais, dominant. On s'en souviendra lors de sa dernière année à Houston. Écoute, bon, oui, les Texans avaient raté les éliminatoires, mais lui, individuellement, il avait connu une brillante saison. Là, ça fait 4 ans. Est-ce que ce Deshaun Watson-là, il existe toujours? ben je me demande, puis j'ai l'impression que moi, c'est la dernière année où est-ce que je m'accroche un peu à le Deshaun Watson du passé. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, tu sais, ses problèmes hors terrain, la pandémie, les blessures. Là, il commence à manquer un peu d'excuses. Là, c'est le temps de voir le Deshaun Watson à qui on a donné le gros contrat parce que depuis qu'on lui a donné ce contrat-là, il y a eu zéro retour sur investissement du côté des Browns de Cleveland. Il ne fait que collecter de l'argent sans rendre aucune performance, sans aider son équipe à remporter des matchs. Donc, c'est pas mal le temps. Pour moi, là, c'est là où ça va être la fin là, du Deshaun Watson qu'on a déjà connu là, dans les belles années de Houston. Toute la pression sur Deshaun Watson. Il n'y a aucun doute là-dessus à Cleveland. Parce que si quand il commence mal la saison, je te garantis, il va entendre des oui lors des matchs à domicile. Parce que les partisans des Browns sont pas fous. Ils ont vu cette équipe-là connaître du succès sans lui l'année dernière. On a été en Mhm. mesure de participer aux éliminatoires et puis pratiquement tous les autres quarts qu'on a utilisés la saison dernière, ben, ils ont mieux joué que Deshaun Watson. Deshaun Watson, je pense qu'il a eu une bonne demi, c'était contre les Ravens de Baltimore avant de se blesser. C'est à peu près tout. Alors, toute la pression, elle est sur lui. Et puis, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'arrivée de Jameis Winston, c'est une police d'assurance. Moi, je ne serais pas surpris si éventuellement Jameis Winston se retrouve à obtenir du temps de jeu, parce que je ne sais pas si le Deshaun Watson qu'on avait vu à Houston, existe toujours. C'est aussi simple que ça. Alors maintenant,
pour les Browns, combien de victoires tu crois que les hommes de Kevin Stefanski seront en mesure de décrocher le over-under, plus ou moins 8 victoires et demie pour Cleveland? Moi, je suis en haut de ça. Moi, je pense qu'on est au over de 8,5. Je pense qu'on va être autour de 9-10 victoires cette année. 9 ou 10 victoires du côté des Browns. OK, ben t'as quand même confiance en Cleveland. Moi aussi, je vais y aller pour plus que 8,5 du côté de Cleveland. Malgré que depuis 1999, ben, Cleveland a eu 4 saisons gagnantes seulement et on n'a jamais terminé au premier rang de la division, comme on vient de le dire. Alors, on a participé 3 fois aux éliminatoires. Je vais aller avec 9. C'est juste un peu le plus. Parce que, encore une fois, Deshaun Watson demeure un point d'interrogation selon moi. Ben déjà, il nous reste juste une équipe du côté de la section nord américaine, Danny. Ce sont les champions en titre de cette division, les Ravens de Baltimore. Non seulement ça, les Ravens avaient terminé au premier rang de l'association américaine la saison dernière. Mhm. On a reçu les Chiefs de Kansas City à domicile dans le cadre du match de championnat de l'AFC. J'étais sur place. L'atmosphère d'année était incroyable dans le stade. Durant l'échauffement, c'était électrique. Je me disais, écoute, les Ravens ne peuvent pas perdre ce match-là. On avait l'impression que toute la ville de Baltimore était dans le stade. Puis on a couru seulement 6 fois. On a remis le ballon à nos porteurs de ballon seulement 6 fois, malgré le fait qu'on misait sur la meilleure attaque au sol de la NFL. Todd Monken, le coordinateur à l'attaque, il a choqué Danny. Okay? Il a Mhm. paniqué complètement. On s'est mis à passer le ballon. En tout cas, je ne veux pas retourner dans le passé. Mais tout ça pour dire que le visage des Ravens de Baltimore cette année est différent de l'édition de 2023. On va jeter un coup d'œil justement aux nouveaux joueurs qui se sont greffés à la formation de Baltimore et ceux qui ont quitté. Et dans les nouveaux arrivés, ben, ça commence avec King Henry, Derrick Henry, je crois. Hein? Ben vraiment, tu sais, c'est le point central en termes d'ajout offensif qu'on a fait du côté des Ravens de Baltimore. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu as décrit qui s'est passé en match d'éliminatoire l'année dernière? Je suis presque sûr à 100% que ça n'arrivera pas cette année s'ils ont la même opportunité. Je pense que collectivement, cette équipe-là a paniqué. C'est à partir de Harbaugh qui commençait à critiquer les arbitres. On a vu Lamar Jackson commencer à montrer des signes d'émotion. Il y avait des vétérans qui allaient pas bien. Offensivement, le coordinateur offensif a oublié sa liste de jeux au sol. J'ai l'impression là, dans le vestiaire. Donc, je pense que toutes ces choses-là n'arriveront pas. Cette année dans les mêmes Mm-hmm. circonstances. Puis on a un Derrick Henry, oui, malgré il y a 30 ans, il n'y a pas besoin d'être le point central de cette attaque-là. Il peut être complémentaire aux autres porteurs de ballon, à Lamar Jackson, motivé d'aller loin en éliminatoire puis de remporter un Super Bowl. Donc je pense que ça, c'est un excellent ajout là, pour cette attaque. Mais justement, est-ce que tu crois qu'il reste assez d'essence dans le réservoir de Derrick Henry afin qu'il puisse donner un bon coup de main à Baltimore? Parce que c'est intéressant, le droit Derrick Henry et Lamar Jackson dans le champ arrière. On sait que lorsqu'on met sur un carrière qui est aussi explosif avec ses jambes que Jackson, ben, ça crée des opportunités pour le porteur de ballon. Mais Derrick Henry, là, écoute, il y a beaucoup de kilométrage là, dans Mm. son corps. Est-ce que tu penses qu'il sera en mesure justement là, d'offrir au moins une très bonne saison Ravens? Très bonne saison, oui, dépendamment de comment on l'utilise. Puis je pense pas que c'est le plan de Baltimore de l'utiliser comme il était utilisé à Tennessee. C'est lui qui recevait tous les jours au sol, même les passes Ouais, par moment. C'est lui qui devait c'est même lui lancer l'attaque. des passes de toucher. C'est lui qui devait lancer des passes de toucher même par moment. Oui, c'est Ça sera vrai. pas ça à Baltimore. Il va être un complément. Lamar Jackson va avoir le ballon très souvent dans ses mains. Donc, je m'attends à ce qu'il soit plus frais, soit capable d'être plus durable tout au long de la saison et peut-être un peu plus performant. Donc, ça ne sera pas une saison de 2000 verges, puis il ne va pas avoir plein de courses, mais je pense que comme un élément complément, un Derrick Henry, c'est excellent pour cette attaque. Oui, alors maintenant, on va aller voir l'état d'âme des partisans des Ravens. Qu'est-ce qu'ils pensent à ça? Est-ce qu'ils sont remis justement de l'élimination à domicile contre les Chiefs dans des matchs éliminatoires? Regarde-moi ça, on sourit. Ben ouais, on est Mhm. heureux. Et puis, ouais, il y a deux Lamar par contre. Il y a le Lamar en saison régulière, tu le vois là, belle voiture de sport rapide. Puis en éliminatoire, c'est plus difficile pour Lamar. Oh. Alors, justement, donc, je pose la question. Est-ce que Lamar et les Ravens seront en mesure de prouver qu'ils appartiennent toujours à l'élite de l'association américaine? Parce que les Ravens de Baltimore, pour moi, bon, comparaison boiteuse, là, mais je dis toujours, moi, que les Cowboys de Dallas faut attendre au mois de janvier avant de les juger. OK? Puis, tu es un partisan des Cowboys, je pense que tu es d'accord avec moi. Les saisons régulières, les bonnes saisons régulières, on en a plusieurs, mais on s'écroule dans des éliminatoires. Mais là, du côté des Ravens,
là, je ne veux pas dire qu'on s'est écroulé en éliminatoire, parce qu'on s'est rendu en finale Mm. d'association. Ça a tellement été une performance décevante, comme on en parlait. Donc, est-ce que Lamar sera en mesure, là, Lamar et les Ravens seront en mesure d'accéder au Super Bowl cette année? Ben, ils n'auront pas le choix parce que c'est ça la prochaine étape. Tu sais, on a un carrière de concession à qui on a donné le gros contrat, qui a gagné le joueur le plus utile de la NFL. On a fait des ajouts. On a une équipe qui peut aspirer aux éliminatoires, d'aller très profondément dans les éliminatoires, puis même aller à un Super Bowl. Mais là, présentement, ça n'arrive pas. Donc, tu sais, si on a tous les éléments en place pour remporter des Super Bowls, puis ça n'arrive pas année après année, ben c'est là qu'on sent qu'on n'atteint pas les attentes, puis on sous-performe. Donc, puis on commence à être étiqueté comme une équipe qui n'est pas capable de remporter, puis une équipe qui est juste bonne en saison régulière et non en éliminatoire. Donc, oui, il faut que ça se passe cette année. Tous les éléments sont là. Je pense qu'on a fait des bons ajouts. Mhm. Et je pense que c'est la première année de Lamar Jackson avec le nouveau coordinateur offensif. Donc, je m'attends à ce que l'année 2 soit une version améliorée de lui. Puis, on a vu un Lamar Jackson compléter des passes dans les zones profondes, être un meilleur quart arrière à lancer le ballon. Donc, je pense que l'année 2 de ça devrait être une version améliorée. L'équilibre avec le jeu au sol, je pense qu'il va être là. Peut-être le seul point d'interrogation défensivement, on a perdu le coordinateur défensif. T'sais. Fait que ça, des fois, on n'en parle Ouais, pas tant, Mike McDonald. on parle des joueurs qui sont partis, mais des fois, tu perds le cerveau d'une défensive. C'est pas automatique qu'on va rester aussi dominant, même si tous les joueurs de talent sont là. C'est pas automatique, c'est pas garanti là, que cette défensive-là va être aussi performante qu'elle a été dans le passé. Fait que ça aussi, j'ai hâte de voir parce que ça fait partie de la recette. Et oui, Lamar Jackson est là, puis l'attaque, mais c'est une équipe qui commence avec la défensive, qui met de la pression sur les équipes adverses avec la défensive. Donc, faut que ça reste dans l'équation là, pour Baltimore. Ouais, ça, c'est vraiment un bon point que tu viens d'amener, hein, le départ de Mike McDonald, qui est maintenant l'entraîneur-chef des Seahawks de Seattle. Puis, il y a Jadeveon Clowney qui avait connu toute une saison pour les Ravens la saison dernière. Il n'est plus là, il est parti en Caroline. Donc, le visage des Ravens défensivement n'est pas le même que l'année dernière. Ça, c'est un très bon point. Alors, quels seront les ajustements avec le nouveau coordonnateur? Est-ce que ça va bien aller? Ça reste à voir. Alors, quelques points d'interrogation là du côté des Ravens de Baltimore. Maintenant, combien de victoires pour les Ravens selon toi? On met la barre à 10 victoires et demi pour Lamar et sa bande. Alors, Lamar Jackson, lorsqu'il est de la formation pour les Ravens, Baltimore a une fiche de 58 victoires et 19 défaites. On est très bon en saison régulière, comme on vient de dire. Alors, plus ou moins 10 victoires et demi, Danny, pour Baltimore. Oui, mais la barre, elle est haute parce que les attentes sont hautes, puis c'est un bon club de football. Mais moi, je pense que ça va être en haut de 10 victoires et demie. Là. C'est une équipe qui devrait être autour de 11 ou 12 victoires, là, si c'est pas 13. Là. Pour moi, c'est la meilleure équipe, l'équipe la plus complète avec le plus de confiance dans cette division-là. Là. Fait que pour moi, c'est la meilleure équipe de la division. Ouais, j'ai aidé avec plus que 10 victoires et demi, moi aussi. La seule chose qui m'inquiète réellement, c'est la défense. On vient d'en discuter là, pour toutes les raisons qu'on a énumérées. C'est juste ça qui m'inquiète. Mais je vais faire confiance à Lamar, je vais faire confiance à John Harbaugh. Ils ont généralement du succès en saison régulière. On s'en parlera une fois rendu au mois de janvier de qu'est-ce qui va arriver. Mais oui, plus de 10 victoires et demi pour moi aussi du côté des Ravens de Baltimore. Écoute, avant de se quitter, on va jeter un coup d'œil à notre classement de puissance de la section nord de la nationale. Alors, voici l'état des forces. Alors, au podcast syndicat, on juge que les Ravens sont l'équipe à battre, alors qu'ils devraient terminer en première position, suivi des Bengals de Cincinnati, les Browns en troisième position et les Steelers dans la cave de la division. Ben voilà, toi et moi, on se pose des questions du côté des Steelers. On n'est pas convaincus que l'attaque, qu'on ait en fait une équipe améliorée comparativement à la saison dernière. En tout cas, on va voir. On est rendu le 19 août, le début de la saison, là, de la saison régulière s'en vient à grands pas. Il reste juste déjà une semaine de match préparatoire. Et alors, dans le temps de le dire, Danny, ça va être le début de la saison. Là. Ça ne sera pas trop long. Ouais, absolument, on a vraiment hâte. Puis, tu sais, je vois ce tableau-là, puis je serais pas surpris de voir encore trois équipes de cette division-là faire les éliminatoires. Mais cette fois-ci, je pense que c'est les Steelers qui n'y seront pas. Je pense que ça va être les Browns, les Ravens, les Bengals, qui auraient des très bonnes chances de faire les éliminatoires cette année. Ouais, ben encore une fois, ça devrait être une des sections, c'est pas la section la plus compétitive de la NFL. Alors, on a bien hâte de voir ça. Ben, écoute, Danny, je te remercie de t'être joint à moi pour faire le survol de la section nord d'Association américaine.
Puis on va finir par se revoir éventuellement. Ben, c'est C'est vrai, les ça. Alouettes jouent dimanche. Ben ouais, c'est ça. Donc, on va se voir dimanche, assurément, au Stade Purcell Molson. Ça marche. Merci à toi, Didier. Ouais, salut, passe une bonne semaine. Ciao. Alors, c'était Danny Desrivaux, ancien receveur de passe, 3 fois gagnant de la Coupe Grey, 2 bagues avec les Alouettes et une autre avec les Argonauts de Toronto. Ben, comme on vient de le mentionner, il y avait plusieurs matchs préparatoires qui étaient présentés au cours du week-end du côté de la NFL. Puis on suit naturellement le développement de Mathieu Betts avec les Lions de Détroit il y a quelques semaines entre la chef des Lions, Dan Campbell, qui était allé de bons commentaires à l'endroit de Mathieu Betts. Il disait qu'il s'était grandement amélioré depuis qu'il s'est joint aux Lions de Détroit. Et en fin de semaine, ben, les Lions rendaient visite au Arrowhead Stadium aux Chiefs de Kansas City. Et Mathieu Betts a enregistré un sac du quart. Alors, un sac du quart pour le joueur québécois. Ça, c'était au départ de Carson Wentz. Oui, Carson Wentz porte maintenant les couleurs des Chiefs de Kansas City comme carrière réserviste, bien sûr, derrière Patrick Mahomes. Alors, Betts qui a été en mesure d'inscrire un sac du quart à sa fiche. On le voit de la façon qu'il a battu de vitesse le bloqueur à droite, lui qui avait l'air complètement mêlé. Mais alors, chapeau à Mathieu Betts. Alors, on espère qu'il va continuer de bien jouer afin de se tailler une place avec les Lions de Détroit du côté de la NFL. Et j'ai fait allusion à ça tout à l'heure. Il y a plusieurs recrues qui ont bien joué au cours du week-end. Bo Nix, notamment les Broncos de Denver. Là, ça fait 2 matchs là, où il offre de bonnes performances. Lui qui avait été un choix de première ronde au printemps dernier. On va jeter un coup d'œil justement aux statistiques de certains joueurs recrues au cours du week-end. Il y a Jaden Daniels du côté des Commanders qui, lui aussi, là, il joue très bien, du moins lorsqu'on l'a vu lors des 2 matchs préparatoires. Puis je le répète, il faut toujours prendre ça avec un grain de sel, les performances lors des matchs préparatoires. Je veux m'attarder à la performance de Caleb Williams également, pendant qu'on voit Rome Odunze qui a inscrit 2 touchés. Mais Caleb Williams est allé de passes spectaculaires. Il a inscrit un touché au sol qui avait été spectaculaire. Il a complété une passe justement à Odunze le long des lignes de côté qui était incroyable. Si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de faits saillants de cette rencontre, carrière droitier qui se déplace vers sa gauche et puis, il a lancé le ballon. La passe était d'une précision et de doigté phénoménale à Aaron Odunze dans les zones profondes. Ça, c'était bien beau. Son touche au sol aussi a été spectaculaire. Mais dans tout ça, on a eu beaucoup d'ennuis en attaque du côté des Bears de Chicago. Puis les Bears, j'en avais parlé du moment qu'on avait repêché Caleb Williams, qu'on a repêché Rome Odunze, qu'on a fait l'acquisition de Keenan Allen. C'est bien beau tout ça d'avoir des receveurs de passe. On met sur une carrière qui clairement a du talent. Mais de passer le ballon à outrance, comme on a essayé de le faire du côté des Bears lors du match préparatoire, quand tu joues à Chicago, ça fait pas de sens. L'attaque se doit d'être équilibrée. On n'a pas le choix. Chicago, ça s'appelle, le surnom de Chicago, c'est quoi? C'est la ville des vents. C'est très venteux et des matchs où ça va être difficile de passer le ballon. Et en plus de ça, c'était contre une défense réserviste qu'on a eu de la misère à avancer le ballon avec conscience du côté de l'attaque des Bears. On a vu les carences qui sont toujours présentes au niveau de la ligne à l'attaque de Chicago. Alors, c'est pour ça, là, les statistiques, c'est bien beau. Les jeux spectaculaires, c'est une chose. Caleb Williams, il est talentueux. Son talent est indéniable. Mais pour moi, la formation de Chicago, il y a encore des trous. Il y a encore certaines faiblesses. Puis je ne suis pas convaincu que ça ne va pas nuire aux Bears au cours de la saison 2024. Mais bon, ça reste à voir. Alors maintenant, ben, on va répondre à vos questions dans le cadre de la minute des fans. Cette semaine, on a reçu une question par courriel. Et puis, on parle de Brandon Ayuk. Oui, Brandon Ayuk qui est en train de devenir le mal-aimé du côté de San Francisco. Tout d'abord, merci à Félix de nous avoir envoyé cette question. Salut Didier, je suis un fan des Steelers. On entend beaucoup de rumeurs disant que Ayuk pourrait être échangé à Pittsburgh et qu'il signerait un contrat à long terme. Il faudrait donner beaucoup à Ayuk et à San Francisco. Je me demande ce que tu penses et si la transaction se fera. Encore une fois, merci Félix de nous avoir envoyé ta question. Je crois pas que la transaction va se faire parce que lors des derniers jours, ben, les rumeurs entourant une transaction potentielle entre les Steelers et les Niners pour les services de Brandon Ayuk, ben, ça s'est diminué là, lors des derniers jours. Et puis même Ayuk, du côté des 49ers, on avait une entente avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui étaient prêts à payer Ayuk en moyenne 30 millions de dollars par année. Et il a dit non.
Il ne voulait pas se joindre aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Patriots qui devrait être une des pires, c'est pas la pire formation de la NFL de cette année. Alors, il semble qu'Ayuk, ben là, il voudrait rester à San Francisco. Bref, ça, c'est une histoire, là, on en parle là, depuis le début du camp d'entraînement, étant donné qu'Ayuk ne s'entraîne pas, mais j'ai pas l'impression que finalement il va être échangé à Pittsburgh parce que là, les rumeurs ont diminué lors des derniers jours. C'est un dossier qu'on doit continuer de suivre. Mais moi, j'ai l'impression, si j'avais à parier, j'irais de Paris qui fera en sorte que Brandon Ayuk va demeurer avec les 49ers de San Francisco. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Bon, peut-être que je me trompe, on verra bien. Mais les Steelers ont fait une bonne offre. Puis là, ça fait quoi? Plus d'une semaine. Là, il s'est toujours rien passé. Alors, c'est une des raisons pour laquelle je crois que Brandon Ayuk va rester à San Francisco avec les 49ers. Mais le moment est venu d'accueillir Marc-André Chaloux afin de jaser de fantasy football. Marc-André et moi, on s'est texté au cours du week-end en voyant certains jeux Oh, spectaculaires par des joueurs du côté de la NFL, et puis également des jeux beaucoup moins spectaculaires, comme Daniel Jones et l'interception dont il a été victime pour un toucher. Mon Dieu, t'es dans la zone des buts, t'es débarrassé du ballon à tu peux pas, l'aveuglette. tu peux pas, Bref, tu peux pas. tu peux pas. Daniel Jones confirme qu'est-ce qu'on pensait de lui. En tout cas, on va voir, il se remet du grave blessure à un genou. Mais pour moi, ça augure mal pour les Giants. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Daniel Jones, je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui est au menu alors de ta chronique Fantasy Football aujourd'hui, Marc-André? Je vous propose des joueurs que je ne repêcherai pas cette saison. Donc, je vais me mouiller un peu lors de cette chronique en vous proposant des joueurs qui, selon moi, au point de vue de la valeur fantasy ou du rang qu'on le repêche au niveau fantasy, je pense que ça ne vaut pas la peine. Et je commence Tu vas te par tenir Anthony loin d'eux. Richardson. Donc, de toute Exactement, façon, ces exactement. joueurs-là vont se retrouver au sein de tes équipes de Fantasy Football. Exactement, c'est ça le concept. Et je commence à la position de carrière par Anthony Richardson, le quart des coachs d'Indianapolis. Didier, je comprends le potentiel de Anthony Richardson, mais en ce moment, il est le quart numéro 5 au niveau fantasy et pour moi, c'est trop cher. Le quart numéro 5, on le repêche présentement en fin de quatrième ronde, début cinquième ronde. Pour moi, Anthony Richardson a quand même encore des failles dans son jeu. Oui, il est explosif, il peut utiliser ses jambes, pour prolonger des séquences, pour inscrire des touchés. Mais il n'en demeure que pas moins que lors des 2 matchs complets auxquels il a participé en 2023, il a complété seulement 57% de ses passes. Ça a toujours été une de Hmm. ses faiblesses et c'est bon pour le 45e rang à la position de quart dans la NFL. Son style est également favorable aux blessures. On ne peut jamais prédire une blessure. On ne souhaite pas une blessure à quelqu'un, mais force est de constater qu'il préconise un style robuste. S'il ne change pas d'ailleurs ce style-là, potentiellement, il est vraiment favorable aux blessures, Anthony Richardson. Et savez-vous quoi? Anthony Richardson, on le repêche en ce moment en quatrième, cinquième ronde. Savez-vous qui est Anthony Richardson qu'on le repêche en dixième, onzième ronde en ce moment, selon moi? Jaden Daniels. Jaden C'est le Daniels. même Je genre le de... sais parce que je le vois sur C'est le tableau. ah oui, on l'avait écrit sur le tableau. Pour moi, c'est le même style de carrière, c'est la même production fantasy. Oui, ce n'est que des matchs préparatoires, mais pour moi, je suis emballé en ce moment parce que ce que je vois de Jaden Daniels. Donc, pour moi, Anthony Richardson, je comprends qu'il a du talent, je comprends que c'est un joueur explosif lorsqu'il est en santé, mais en quatrième, cinquième ronde, je préfère investir ailleurs dans mon repêchage fantasy. Écoute, Richardson, ça va être boom or bust, comme on dit en anglais. Hein. Soit qu'il va grandement aider votre équipe de fantasy football, ou bien soit peut-être qu'il va se blesser à nouveau, on ne lui souhaite pas, puis s'il est talentueux, on veut le voir se développer. Donc, ça risque d'être tout ou rien. Puis, étant donné qu'il est double menace, il y a toujours ce Mhm. potentiel-là d'inscrire des touchés au sol. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Là. Moi, j'avais hâte de le voir en action l'année dernière. Malheureusement, il s'est blessé tôt au cours de la saison. Mais là, j'ai hâte de le voir. J'espère qu'il va rester en santé parce qu'il est tellement talentueux là, lorsqu'on parle d'atouts physiques. Mais tu as raison. Est-ce qu'il pourra demeurer en santé? Ben, ça reste à voir. Mais on peut dire un peu la même chose de Jaden Daniels. Une chose de Daniels, Marc-André, lorsqu'il jouait à LSU, il était téméraire. Puis il n'est pas aussi imposant physiquement qu'Anthony Richardson. Ça, j'espère là, que les entraîneurs des Commanders lui ont parlé. Ils lui disent que ça sert à rien là, de baisser l'épaule contre les secondaires de ligne de la NFL parce que, en plus, étant donné qu'il n'est pas imposant physiquement, comme je le disais, ça pourrait amener des blessures dans son cas. Mais les deux ont un très grand potentiel. En tout cas, j'ai hâte au début de la saison régulière Il y a, pour voir ces deux quarts-là.
Il y a vraiment beaucoup de profondeur à la position de carrière au niveau fantasy cette année, je trouve. De prendre une chance avec Anthony Richardson si tôt, lorsque un Jaden Daniels, des Jordan Love, des Dak Prescott, je veux dire, on peut repêcher ça beaucoup plus loin. Je pense que ça donne une meilleure structure à votre formation fantasy que de prendre une chance vraiment avec Anthony Richardson en quatrième ou cinquième ronde, là où on peut commencer à prendre un receveur quand même élite ou un porteur de ballon élite, ou même commencer à penser à son allié rapproché. Ah ben, je comprends, je comprends, je comprends. Tu t'es amené de bons arguments contre Anthony Richardson. Alors maintenant, quel est un autre joueur qui, d'aucune façon, va se retrouver au sein de tes équipes de fantasy football et que tu conseilles aux gens de ne pas repêcher trop tôt? Je respecte l'homme, je respecte Derrick Henry, mais en ce moment, il est le porteur de ballon numéro 5 au niveau standard, porteur de ballon numéro 8 en format PPR. C'est tout simplement trop cher pour moi. Il arrive à 30 ans, hein, Derrick Henry, et l'année dernière, en 2023, il a quand même connu sa pire moyenne de verges par course et sa pire moyenne de verges après contact. On sait que Derrick Henry, c'est un porteur de ballon robuste, donc les verges après Oui. contact, c'est un peu son pain et son beurre également, mais ça a été la pire moyenne de verges après contact de sa carrière. Oui, la ligne à l'attaque des Titans n'était pas fameuse, mais quand même. Les Ravens ont également perdu 3 partants sur la ligne à l'attaque cette saison. PFF, qui classe les lignes à l'attaque, classe la ligne à l'attaque en ce moment des Ravens au 25e rang, donc l'une des pires du circuit. Donc ça, c'est non négligeable selon moi. Derrick Henry ne capte pas de passe non plus. Donc, pour moi, parier sur Derrick Henry ou repêcher Derrick Henry dans vos poules, c'est parier sur le fait qu'il va marquer 15 à 18 touchés parce qu'on se dit que Gus Edwards a obtenu 13 touchés dans cette attaque-là la saison dernière. Je trouve que le pari est volatile. Je trouve que c'est un pari risqué pour Derrick Henry. Donc, c'est ça. Je pense que Derrick Henry, oui, a un potentiel de 15-18 touchés, mais c'est une donnée volatile. J'en ai déjà parlé. Et pour moi, Derrick Henry, je dis pas qu'il est rendu au bout du rouleau, mais je trouve que c'est vraiment cher au rang qu'on sélectionne. Et on le repêche, écoute, en format standard, Didier, on le repêche avant des gars comme Saquon Barkley, des gars comme Travis Etienne, qui pour moi sont davantage des valeurs sûres à ce niveau-là. J'adore Derrick Henry depuis qu'il portait à l'époque les couleurs du Crimson Tide d'Alabama avec son gros physique. La première fois que j'avais vu jouer, j'étais comme, mon Dieu, c'est qui? C'est qui ça? Il portait numéro 2, plus gros que les joueurs de ligne à l'attaque. J'ai d'être d'accord avec toi. Il y a tellement de kilométrage dans le corps. Alors, est-ce que c'est la saison au cours de laquelle, ben justement, là, il va commencer à perdre des morceaux, va perdre une roue, que la transmission va lâcher, qu'il va falloir changer le moteur. Bref, beaucoup de kilométrage dans le corps pour Derrick Henry. Ben, je suis d'accord avec toi. Il faudrait peut-être être plus patient afin de le repêcher plutôt que de le repêcher là, au cinquième rang, à la position de demi à l'attaque. Ça fait mal de le dire. Ça fait mal de le dire. En tout cas, moi, je souhaite qu'au moins ils connaissent une brillante saison avec les Ravens. Au moins une fois. Là, j'aimerais ça voir Derrick Henry se rendre en éliminatoire. Quoi qu'avec les Titans, il s'est rendu en finale d'association contre Kansas City. On l'oublie, mais ouais. 30 ans, généralement, pour les porteurs de ballon, là, c'est le début de la fin. Maintenant, tu as un autre porteur de ballon que tu nous suggères peut-être de ne pas repêcher ou du moins d'attendre pour le repêcher. J'ai jamais été un fan de Najee Harris, je le suis encore pas cette saison. Hmm. À sa saison recrue, Didier, avec Ben Roethlisberger, il avait obtenu 74 réceptions. C'est pour ça qu'il avait été payant à Najee Harris à sa saison recrue. On pensait que cette tendance-là allait continuer. Mais depuis, lors des 2 dernières saisons, il a obtenu au total 70 réceptions combinées. Et oui, là, j'ai su récemment, on a su en fin de semaine que Jalen Warren est blessé, va rater quelques semaines d'activité à la suite du dernier match préparatoire, mais Jalen Warren est bien présent dans l'attaque des Steelers et vole vraiment les opportunités dans le jeu de passe pour Najee Harris. Donc, pour moi, ça me dit que Najee Harris, ça demeure un porteur de ballon qu'on va utiliser en première et deuxième essai. Oui, il a gagné 1000 verges lors de ses 3 premières saisons, mais c'est à peu près tout. Maintenant, avec la venue de Arthur Smith, je me questionne vraiment sur est-ce qu'on va vraiment utiliser vraiment Najee Harris à outrance? Parce qu'on sait que Arthur Smith était l'entraîneur des Falcons la saison dernière. Il n'a même pas été capable d'utiliser à sa juste valeur Bijan Robinson. Et Tu l'as encore sur il le donnait des cœur, hein? portées. Et oui, je l'ai encore sur le cœur. Il donnait des portées à Tyler Algier, à Cordarrelle Patterson, qu'on voyait souvent sporadiquement voler des touchés. Et tiens, Cordarrelle Patterson, où il est rendu, Didier?
Ah, t'es en train de dire, ouais, Patterson est rendu avec les Steelers? C'est ce que t'es en train de me Il est dire? rendu avec les Steelers. Il a suivi Arthur Smith. C'est son joujou. Donc, je suis convaincu que Cordarrelle Patterson va avoir un rôle dans l'attaque des Steelers. Oui, on a le Michael Pirine aussi qui risque, si Jalen Warren s'absente longtemps, qui risque peut-être de se dénicher un rôle. Donc, voilà. Pour moi, Najee Harris, c'est un choix de sixième ronde en ce moment. C'est un porteur numéro 2 qui représente surtout un plafond. Et je sais que vous avez parlé de l'attaque des Steelers. J'ai regardé un peu le match préparatoire des Steelers. Et mon Dieu, que la ligne à l'attaque, ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ouais. J'ai aucunement envie d'investir dans des Steelers cette saison. Je sais qu'il y a un angle banc pour George Pickens, mais ça m'a vraiment refroidi. Je pense que la ligne à l'attaque va avoir des difficultés. Je sais que c'est un match préparatoire, qu'on a des postes à gagner, c'est pas nécessairement les partants, mais quand même, ça a vraiment été difficile. Je veux rien savoir des corps arrière. Je veux rien savoir des porteurs de ballon. Puis je veux absolument rien savoir des receveurs de passe. Peut-être Pat Freiermuth là, en fin de repêchage, si jamais je suis bien mal pris, mais sinon, je vais passer sur l'entièreté de l'attaque des Steelers probablement cette saison. C'est pas un bon épisode pour les partisans des Steelers s'ils nous écoutent, parce que moi, Danny et Si, toi, on voit ça un peu de la même façon. Souviens-toi, toi et moi, on a fait un pari en plus concernant Russell Wilson ouais, et Justin Fields. Je pense que les deux, on va être perdants finalement. ouais, on l'annule ce pari-là. Écoute, si Brandon Ayuk, tu parlais de Brandon Ayuk tout à l'heure, s'il a regardé le match des Steelers en fin de semaine, c'est sûrement dit no way, je m'en vais pas là. Je m'en retourne à San Francisco, là. Je vais trouver une façon de négocier mon contrat. Oui, non, c'est vrai. Puis pour en revenir à Najee Harris, on a été dupé, comme tu le disais, par ses 74 réceptions lors de son année Mm. recrue. Souviens-toi, Roethlisberger avait plus de bras. Là, tout ce qu'il faisait, c'est aller au dépanneur à Harris. Puis là, on ne va plus jamais le revoir là, réussir plus de Mm. 70 réceptions. Maintenant, il y a un vétéran receveur de passe. Il joue du côté de Las Vegas et selon toi, il faut se tenir loin de lui. Davante Adams, le receveur de passe des Raiders de Las Vegas, Mm. l'année dernière, il a terminé comme receveur numéro 11 en termes de total de points fantasy. Mais là-dessus, Didier, il y a eu 11 matchs qu'il a obtenu moins de 10 points fantasy. Donc, ça a vraiment été une saison en montagne russe et décevante pour les propriétaires fantasy de Davante Adams la saison dernière. Oui, il a été productif parce il a été ciblé 33% du temps. Il a été ciblé 175 fois 103 réceptions. Et on a appris en fin de semaine que ce sera Garner Minshew le quart numéro 1 ou le quart partant lors du premier match des Raiders. Est-ce que ça me stimule à repêcher Davante Adams? J'en sais pas. Je le sais pas trop parce que oui, Garner Minshew, on l'a vu cibler à outrance Michael Pittman la saison dernière. C'était quand même impressionnant. Mais pour moi, je pense que la qualité des cibles ou la qualité des passes va quand même laisser à désirer. Davante Adams est à 32 ans. Il est le receveur en ce moment numéro 10 au niveau fantasy. On le repêche en deuxième ronde, 17e au total. Pour moi, Davante Adams représente plus un plancher qu'un plafond au niveau fantasy. Je préfère peut-être aller voir ailleurs des gars comme Drake London, pour qui le plafond est de loin plus élevé. Un gars comme Chris Olave, qu'on dit de belles choses, potentiellement à l'an 3, ça risque peut-être d'être son année d'éclosion. Bref, je trouve que Davante Adams est très cher en ce moment au niveau fantasy. Je ne le repêcherai pas cette saison. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire au sujet de Devante Adams. C'est rien de personnel, mais oui, son âge et la position de carrière. Alors, on a parlé des déboires qu'ont connus Justin Fields et Russell Wilson, mais depuis le début du camp d'entraînement, là, Aiden O'Connell et Gardner Minshew, là, c'est pitoyable. Les deux, là, ils en arrachent. Écoute, Antonio Pierce, moi, j'ai l'impression qu'il a tout simplement fait un tirage au sort avec un 25 sous, là, afin de décider quelle allait être son carrière. On n'en a Mm. pas de carrière du côté des Raiders. C'est aussi simple que ça. La seule chose que je dirais dans le cas de Devante Adams, on va suivre ça. Si les Raiders connaissent un mauvais début de saison, lui, c'est sûr qu'il va être mécontent. Il l'était déjà l'année dernière. À la date limite des transactions, là, si on l'envoie retrouver Aaron Rodgers avec les Jets, qui sait? Alors peut-être là qu'il pourrait regagner de la valeur en termes de fantasy football, mais je suis d'accord avec toi. Tant qu'il va porter l'uniforme des Raiders, moi aussi, je me tiendrai loin de repêcher Devante Adams. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus pour moi. Maintenant, Stephen Diggs porte maintenant les couleurs des Texans de Houston, les Texans qui ont de nouveaux uniformes en plus cette année. Alors, pour toi, Stephen Diggs est à éviter. Ouais, je tiens à rappeler aux gens que c'est des receveurs de passe ou des joueurs que l'on repêche trop tôt pour moi. Si Oui. Davante Adams est en fin de deuxième ronde, en troisième ronde, c'est une aubaine.
on repêche Devante Adams, mais c'est avec le rang fantasy, le classement fantasy. C'est la même chose avec Stephon Diggs. On oublie la saison dernière que Stephon Diggs, lors des 8 derniers matchs, il a été le receveur numéro 47. Je l'avais personnellement dans un pool fantasy. J'étais premier. Ça a été une saison catastrophique pour mon équipe. J'avais A.J. Brown et Stephon Mais Diggs les toi, tu règles 5-6 des dernières comptes semaines. aujourd'hui. Toi, tu es en mode Oui, règlement de compte exactement. aujourd'hui. OK, OK. Exactement. L'affaire, c'est qu'il ne sera pas autant ciblé à Houston, évidemment. On compte sur Tank Dell et Nico Collins. Et ça, j'ai une petite stat pour vous. Euh, c'est sa moyenne de verges par cible. Lorsqu'on a été ciblé, on a sa moyenne de verges. Ça a été 2 verges de moins de 2022 à 2023. Il est passé du receveur numéro 17 au receveur numéro 62. Moi, je trouve que ces statistiques-là, ça nous en dit long. Il est présentement le receveur 25 en ce moment, dépendamment des classements, entre 20 et 25. C'est un choix de troisième ronde. Pour moi, je passe. Écoute, on repêche en ce moment Stephon Diggs avant Tank Dell, qui est pour moi une aberration. Je trouve que Tank Dell est une Hmm. valeur fantasy tout simplement incroyable. Donc, pour moi, oui pour Nico Collins, oui pour Tank Dell, et aucun nom pour Stephon Diggs. Je pense qu'il sera utilisé dans la slot, il sera utilisé à l'intérieur également. Souvent, ça nous amène à avoir moins de longs jeux en sa faveur, où on va le regarder moins dans le jeu aérien, dans les longues passes. Donc, pour moi, Stephon Diggs, cette saison, je vais passer à ce prix-là, assurément. En deuxième moitié de saison, l'année dernière, du côté des Bills, il y a des matchs où il était pratiquement invisible, Stephen Diggs. Puis j'ai jamais compris pourquoi les Texans ont fait son acquisition. Pour moi, Houston n'en a pas besoin. Ils n'ont pas besoin de Stephen Diggs. On a déjà un bon groupe de receveurs. Tu en as parlé avec Collins, avec Dell qui a marqué un touché justement au cours du week-end. Parce que Stephen Diggs, en plus, s'il n'est pas ciblé beaucoup, tu sais qu'il va bouder sur les lignes de côté, il sera pas content. Puis je sais pas si tu as vu, c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, lors d'un point de presse Mhm. des Bills, il y a un journaliste qui a demandé à Josh Allen euh, si finalement la présence de Stephen Diggs lui manquait. Puis Allen, c'est tout juste s'il n'a pas répondu carrément non. Il a tourné autour du pot, mais on voyait bien là, en lisant entre les lignes que non, la présence de Diggs ne lui manquait pas. Alors c'est ça, si on lui lance pas souvent le ballon, il sera pas content. Alors ça pourrait, de certaine façon, faire mal aux Texans de Houston. Si, tu sais, je comprends, Diggs va avoir ses matchs, il va avoir ses bons matchs, mais pour un match de 100 verges et un touché, on risque d'avoir beaucoup de matchs de 3 réceptions pour 37 verges ou 4 pour 44, ce qui vous avance pas au niveau fantasy, selon moi. C'est un peu ça la distinction aussi qu'il faut faire. Je préfère mettre mes jetons sur un gars comme Dell, qui est explosif, comme Nico Collins, qu'on a vu de la saison dernière, qui ont des relations déjà avec CJ Stroud également. Oui, Dell, c'est son co-chambreur, c'est son chouchou, c'est son ami. Puis ils ont même John Mechie, qui est un ami proche aussi, qui connaît un bon camp, le receveur canadien, qui est un ami proche de CJ Stroud. Donc ça reste à voir. Pour moi, Stephon Diggs, ça peut virer à la catastrophe au niveau fantasy, assurément. oui, oui, définitivement, je ne serais pas surpris. Si on a un autre à la date limite des transactions, peut-être qu'il Mhm. il va essayer de changer d'adresse, qui sait. Il ne reste qu'un joueur à discuter aujourd'hui. Il s'agit d'Evan Ingram. Il est rapproché des Jaguars de Jacksonville. Evan Engram, l'année dernière, Didier a terminé comme il est rapproché numéro 2 au niveau fantasy. Ton Evan Engram, je tiens à le rappeler, c'est ton chouchou depuis l'époque des Giants, depuis l'époque où qu'il Ah, avait été repêché. tout ce que je voulais là, Av- d'Evan Ingram, c'est lorsqu'il jouait avec les Giants, c'est de connaître le genre de saison qu'il a eu l'année dernière. OK? Mais dans l'uniforme des Giants, où il se traînait les pieds, où ça ne fonctionnait pas. Mais je suis heureux pour lui, finalement. Il joue à la hauteur de son talent. Mais malgré tout, tu crois qu'il est repêché trop tôt cette année? Toi? Exactement. Parce qu'il y a eu vraiment une différence dans ses statistiques avec la présence de Christian Kirk et sans la présence de Christian Kirk la saison dernière. Avec Christian Kirk, il a été l'ailier rapproché numéro 12. Et j'ai fait une petite faute à Guillaume, je m'en excuse. Sans Christian Kirk, il a été l'ailier rapproché numéro 1 au niveau fantasy pour un total d'ailier rapproché numéro 2. Il a obtenu seulement 6 matchs de plus de 60 verges la saison dernière. C'est pas beaucoup, Evan Engram. Il a obtenu du volume, par exemple. C'est vraiment il a terminé, son classement est vraiment dû au volume qu'on lui a donné, mais et des gros matchs également. Et ça me dit que qu'on a une équipe complète du niveau chez les Jaguars, il est moins utilisé. Cette année, on a fait quoi chez les Jaguars? Christian Kirk est toujours là, mais on a également fait l'acquisition de Gabriel Davis. On a fait l'acquisition via le repêchage de Brian Thomas
de qui il avait connu un lent début de camp d'entraînement, mais pour qui on dit maintenant c'est le jour et la nuit. Il est tout simplement Ouais. incroyable au camp des Jaguars. Donc, ça me refroidit grandement. Parce qu'en ce moment, il est les rapproché numéro 7 au niveau fantasy. Pour moi, encore là, c'est un bon plancher simplement, mais je pense qu'on peut viser plus haut. Je pense tu sais, on parlait de Najee Harris tout à l'heure en 5e, 6e ronde. C'est là que je commence personnellement à regarder pour un ailier rapproché. Des gars, oui, probablement que des gars comme Laporta, comme Kelsey vont être sortis de vos repêchages, mais il reste peut-être des Kincaid, des McBride, des joueurs qui vont en 5e, 6e ronde vraiment vous apporter, vont vous faire une différence à la position d'ailier rapproché. C'est ça qu'on recherche. En ce moment, M. Green, c'est un choix de 6e, 7e ronde et veut pas, pour moi, c'est potentiellement un Dalton Kincaid qu'on peut avoir gratuitement, simplement plus dispendieux. C'est le même genre de joueur. Il pourrait vous offrir le même type de statistiques cette saison au niveau fantasy. Moi, je vois des belles choses pour Dalton Kincaid cette année en termes de fantasy football et de vrai football. Mais parce qu'on va utiliser une attaque avec deux ailiers rapprochés, souvent, j'en ai parlé lors des dernières semaines avec Dawson Knox également. Et Kincaid nous a démontré à quel point il est un bon receveur de passe l'année dernière. Il est très athlétique. Donc, encore une fois, écoute, je suis d'accord avec toi là, aujourd'hui. Là, je pense que dans chacun de tes choix, je vois ça du même œil. Donc, soit les deux, on a raison, ou soit les deux, on aura Ouais. tort ensemble. C'est un ou l'autre. Ben, écoute, La semaine Marc-André, prochaine, je vais vous faire les joueurs que je vais repêcher. Donc là, je vais me mouiller davantage sur les joueurs que j'aime, en espérant que les gens avec qui je fais des poules de football puis des fantasy n'écoutent pas cette chronique. ouais, non, c'est ça, parce que là, ils vont pouvoir repêcher les joueurs de ronde plus tôt que Ouais, prévu, là, juste exactement. pour pas te mettre la main sur eux. Ben, écoute, Marc-André, j'ai bien hâte de voir ça la semaine prochaine. Les joueurs que tu aimes vraiment en vue de la prochaine saison de Fantasy Football. Je te remercie pour ta chronique. Pour les gens qui ont téléchargé le podcast ou qui l'ont regardé sur notre chaîne YouTube, ben, on vous remercie. On espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine.